Notre ciel est chargé de mystères. À travers toute l'Europe, les autorités enquêtent secrètement sur des objets volants non identifiés depuis des décennies. On a toujours maintenu le secret autour des ovnis. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On en parle avec réticence. Pour la première fois, nous avons réuni des observations et des rapports en provenance de tout le continent européen. Nous devons connaître la vérité, car les gens ont le droit d'être informés. Certains experts sont persuadés que ces phénomènes ont une explication rationnelle. Même les observations d'OVNI les plus incroyables ont souvent une explication très terre-à-terre. Mais quelques-unes résistent toujours à notre compréhension. C'est un objet volant et j'ignore ce que c'est. S'agit-il de visiteurs d'un autre monde ou de phénomènes naturels? Les gouvernements européens révèlent-ils toutes leurs informations? Les réponses se trouvent peut-être dans cette histoire secrète des ovnis en Europe. Depuis des décennies, des gouvernements à travers toute l'Europe détiennent des rapports sur des observations d'OVNI. Aujourd'hui encore, beaucoup de ces affaires restent inexpliquées. Un cas d'OVNI traité par la police comme une affaire criminelle. Une rencontre avec un pilote à 2000 pieds. Et une vallée norvégienne où des phénomènes mystérieux apparaissent depuis près d'un siècle. Regardez, c'est incroyable. « 9 novembre 1979, à Livingstone, en Écosse. 10h30 du matin. Dans une forêt écossaise, Robert Taylor, un forestier de 61 ans, fait une rencontre stupéfiante. Il lève les yeux vers le ciel et découvre un énorme objet en forme de dôme. Des boules de petite taille roulent alors vers lui. Ces objets en forme de mine marine étaient munis de 6 pieds. C'est l'unique affaire d'OVNI britannique ayant fait l'objet d'une enquête judiciaire. Pour moi, bien qu'il n'y ait qu'un seul témoin, c'est l'une des rares affaires vraiment inexplicables. Mon père ne s'intéressait pas aux vaisseaux spatiaux. Il était parfaitement honnête et n'avait aucune raison d'inventer cette histoire. Malcolm Robinson est un spécialiste des ovnis. L'affaire Livingstone l'intrigue depuis toujours. En tant que chercheurs, nous devons connaître la vérité, car les gens ont le droit d'être informés. La rencontre s'est produite à un peu plus d'1 kilomètre du domicile de Robert Taylor. Il est décédé depuis, mais Malcolm Robinson a travaillé avec sa famille pour reconstituer les événements de cette journée. Il refait l'itinéraire qui a conduit Robert Taylor dans la forêt. Voici l'endroit où Robert Taylor se rend ce matin-là. Parvenu dans cette clairière, il est pétrifié par quelque chose d'absolument déroutant. Il lève les yeux vers le ciel et découvre un énorme objet en forme de dôme. Il reste immobile, sidéré par ce spectacle. Soudain, des objets en forme de mine marine de la Seconde Guerre mondiale jaillissent du dessous de cet objet suspendu en l'air et touchent le sol. Ils roulent sur l'herbe
et projettent vers lui des sortes de tiges qui l'agrippent par la taille et le projettent à terre. Une terrible odeur de brûlé envahit toute cette zone. Et c'est à cet instant qu'il perd conscience. Robert Taylor revient à lui une vingtaine de minutes plus tard. L'objet a disparu. Il rentre chez lui en titubant. Sa femme a tout de suite vu qu'il lui était arrivé quelque chose. Elle a fini par lui faire avouer qu'il avait été agressé par des extraterrestres. Elle a décidé de le conduire à l'hôpital. La fille de Robert Taylor travaille à la pharmacie de l'hôpital de Bangor quand son père y arrive. Les urgences m'ont prévenu que mon père avait été admis. La première personne que j'ai rencontrée était ma mère qui m'a dit « Je crois que ton père a encore reçu un coup sur le crâne parce qu'il parle de vaisseaux spatiaux. » Robert Taylor présente des entailles aux jambes et paraît désorienté. On avait l'impression que quelqu'un avait tailladé son pantalon à hauteur de hanche avec une disqueuse. Il était impossible d'expliquer ça logiquement. Il portait aussi une éraflure de quelques centimètres carrés sous le menton. Les blessures du forestier convainquent la police de lancer une enquête judiciaire. Dave Clark, spécialiste des ovnis aux Archives nationales britanniques, a pu consulter la déposition que Robert Taylor avait faite à l'époque. Voici quelques extraits du procès-verbal de l'affaire de Livingstone. Dans ce rapport, on trouve la déposition de Robert Taylor, recueillie immédiatement après les faits. Il est toujours intéressant d'examiner les déclarations faites à la police au moment des faits. Il déclare avoir vu un objet d'environ 10 mètres de hauteur, de couleur grise, même s'il semblait passer continuellement du gris au translucide. Après avoir interrogé Robert Taylor, les policiers envoient son pantalon déchiré au laboratoire pour le faire examiner. Les inspecteurs ont relevé des échantillons et pris des photos. Ils ont lancé une véritable enquête. La police trouve un autre indice dans la forêt, sur les lieux où se sont déroulés les faits. La police s'est rendue sur place et a trouvé une série de traces mystérieuses sur le sol. Une sorte de véhicule à chenilles semblait avoir avancé et reculé dans l'herbe de la clairière. Les policiers réalisent des croquis de ces traces. Il prouvait la présence d'un objet de plusieurs tonnes, mais rien n'indiquait qu'il était reparti de lui-même ou avait été remorqué. Ces traces n'avaient aucune explication rationnelle. Les policiers ont été incapables d'expliquer leur origine. L'herbe en bordure de ces traces avait été en partie tondue. L'herbe coupée se trouvait à l'intérieur des trous. C'était surprenant, car on retrouve très rarement des preuves concrètes. Mais en 2012, 33 ans après les faits, le beau-fils de Robert Taylor fait une révélation étonnante. David Hammond pense aujourd'hui qu'un de ces croquis a pu entraîner une confusion sur l'existence des pieds de cet ovni. Après les faits, j'ai discuté avec Robert et j'ai réalisé quelques dessins d'après ses descriptions. J'en ai parlé plusieurs fois avec lui. J'ai tenté d'obtenir des détails de sa part. Voici une photo de Robert peu de temps après ces événements. Il tient mon dessin. C'est devenu plus tard un dessin plus abouti que voici. Il en était satisfait, car il était très fidèle à ses descriptions. Pendant que nous faisions ces dessins, j'ai suggéré à Robert que cet objet qui, d'après lui, flottait dans l'air et les traces sur le sol étaient forcément reliées. Il a approuvé.
Mais plus tard, je me suis rendu compte que c'était moi qui le lui avais suggéré. Ça ne venait pas de lui. Et je me suis senti un peu coupable. Si les pieds figurant sur le dessin de l'OVNI sont le fruit de l'imagination de l'artiste, les traces dans la forêt ont-elles une explication plus rationnelle? Ces traces auraient parfaitement pu être présentes sur le sol avant les faits. Il s'agit peut-être de celles d'un quelconque véhicule tout-terrain. Quelle que soit leur origine, il n'y a pas de lien évident entre les deux. C'est pourquoi elles ne prouvent pas la présence d'un vaisseau extraterrestre ou d'un objet extraordinaire. C'est simplement une énigme supplémentaire. Robert Taylor a-t-il réellement vu quelque chose? Ou bien a-t-il été victime d'une attaque ou d'une hallucination? Un an avant les faits, Robert Taylor avait souffert d'une série de migraines. Et son médecin lui avait prescrit un traitement sans jamais en découvrir l'origine. Il est impossible aujourd'hui de comprendre ces migraines. Mais la police a envisagé à l'époque une explication plausible. Selon une théorie, Robert Taylor aurait consommé des baies sauvages dans la forêt. Il s'agirait de belladone, une plante très toxique. Sa consommation peut même être mortelle. Si vous frottez ces fruits sur vos mains ou vos poignets, vous risquez d'être victime d'hallucinations. Mais la fille de Robert Taylor a de bonnes raisons de croire que ces baies toxiques n'ont aucun lien avec cette affaire. Il était jardinier et forestier. Il connaissait les plantes toxiques. Jamais il n'aurait consommé une telle plante. Les policiers ne disposaient pas seulement du témoignage de Robert Taylor. Ils avaient aussi fait analyser une preuve cruciale, le pantalon déchiré. Il s'agit du pantalon que portait Robert Taylor ce fameux jour. Vous remarquez cette large déchirure sur le côté gauche. Il s'agit d'un vêtement très solide. C'est en fait un pantalon de policier. On peut voir une autre déchirure sur le côté gauche. Pour le laboratoire, cela ne peut venir ni d'une branche, ni d'une pierre ou d'un barbelé. Personne, même pas la police, n'a pu expliquer l'origine de ces déchirures. Je suis persuadé que ces déchirures ont été faites par un objet qui s'est accroché au pantalon de Robert Taylor et l'a tiré violemment vers le haut. Robert Taylor n'a jamais pu comprendre ce qui lui était arrivé ce jour-là. Les habitants de la région ont également eu du mal à accepter ce mystère. Papa a connu des moments difficiles à Livingston, parce que certaines personnes l'invectivaient et se moquaient de lui. Il a commencé à croire qu'il n'aurait jamais dû raconter ce qui s'était passé. Malgré les injures, la personnalité de Robert Taylor n'a jamais été mise en doute, et la police le considérait comme un témoin crédible. Il apparaît comme un homme tout à fait normal, avec les pieds sur terre, et qui n'avait aucune raison d'inventer une histoire aussi énorme. Quel avantage pouvait-il en tirer? Il n'a jamais modifié son récit. C'était exactement comme le jour où il l'a vu. Pas une seule fois il n'a laissé entendre qu'il aurait pu imaginer tout ça. Il croyait fermement qu'il avait vu ce qu'il racontait. Tout ceci rend cette affaire troublante. À ce jour, elle reste totalement inexpliquée. L'affaire Robert Taylor est un parfait exemple de témoignage oculaire sincère sur un phénomène inexplicable. Parmi les affaires d'OVNI en Europe, certains cas défient toute explication. Certains phénomènes sont observés si fréquemment qu'ils provoquent des débats parmi les scientifiques et font l'objet de recherches sur le terrain pendant des décennies. La vallée de Hesdalen, en Norvège. Dans les années 80, des centaines d'ovnis y sont observés.
Durant 2 ans, ces objets traversent le ciel, plus de 20 fois par semaine. La presse raconte que les habitants sont fous. Mais ces derniers n'ont aucun doute sur ce qu'ils ont pu voir. J'ai vu une lumière vive. Elle a commencé à bouger, puis a accéléré, puis a disparu. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Un scientifique va consacrer sa vie à tenter de percer le mystère des ovnis d'Esdalen. En voyant ça, j'ai fait « Waouh !» Et je me suis dit « Qu'est-ce que ça peut être ?» Erling Strand est norvégien et expert en technologie. En 1982, il apprend que des faits étranges se produisent à Hesdalen. Cette vallée reculée d'une douzaine de kilomètres ne compte que 200 habitants. J'ai découvert cette histoire dans les journaux. Et avec quelques amis, nous avons décidé d'aller sur place, voir par nous-mêmes. Les habitants racontent que d'étranges objets lumineux traversent leur vallée à grande vitesse. Jon Arvid Aspas a aujourd'hui 76 ans. Il était dans son lit lorsqu'il a vu son premier ovni en 1982. Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu un objet lumineux qui se déplaçait. Il quittait la vallée par-delà les maisons, lentement, vers le nord, dans une luminosité incroyable. Ces ovnis sont observés dans la vallée depuis le début du siècle dernier. Mais au début des années 80, leur régularité devient inquiétante. L'aspect intéressant et important de ces observations d'ovnis, selon moi, c'est leur apparente régularité. Elles sont très nombreuses, sur une très longue durée. Il y a des dizaines, sinon des centaines d'observations. Malgré cette activité intense, la presse norvégienne refuse de croire aux témoignages des habitants. Les gens d'ici réagissaient tous différemment. Certains étaient un peu effrayés. Les gens en avaient surtout assez d'être dénigrés et d'être la cible d'articles satiriques dans la presse. Un quotidien national a même joué une farce à la ville en envoyant un cadeau insolite. Le professeur Strand se lance dans cette enquête avec enthousiasme. En septembre 1982, il emmène un groupe de jeunes scientifiques campés sur place dans le froid. La première fois, je m'en souviens, nous ne nous attendions pas à voir quelque chose. Bien entendu, nous l'avions lu dans les journaux. L'équipe fait soudain une observation stupéfiante. Elle est apparue. Une gigantesque lumière brillante dans la vallée, à 10 ou 15 mètres du sol. On a estimé sa taille à environ 3 mètres. Un collègue d'Erling Strand photographie l'OVNI pour conserver une preuve de cette apparition. Elle bougeait, elle n'était pas très loin. Elle s'arrêtait puis repartait. Cela a duré près de 2 heures. En la voyant, j'ai fait « Waouh !» Et je me suis dit « Qu'est-ce que ça peut être ?» Le groupe observe l'objet qui survole la vallée avant de disparaître. C'est la première photo de cette lumière. Elle plane à flanc de colline. Après cette observation, il décide de consacrer sa vie à l'étude de ces mystérieux phénomènes aériens. Le projet Hesdalen a commencé à l'été 1983.
Nous avons organisé des recherches sur le terrain, récupéré des appareils, reçu de l'aide des universités, et l'armée nous a donné d'autres appareils. Nous sommes arrivés avec beaucoup d'instruments. Pour donner de la crédibilité à ses recherches auprès de ses collègues scientifiques, le professeur Strand décide de ne pas utiliser le terme d'OVNI. Dès que l'on utilise le mot OVNI, les gens deviennent sceptiques, surtout les scientifiques. On a décidé d'utiliser un autre nom. On a inventé les phénomènes d'Esterand, ce qui nous a beaucoup aidé dans la communauté scientifique. L'équipe utilise une petite antenne radar et les résultats obtenus sont stupéfiants. Nous avons fait énormément d'observations, jusqu'à 20 par semaine. Notre radar a estimé la vitesse de cette lumière à 30 000 km/h. On a pu suivre quelque chose qui n'était pas une lumière et n'était même pas visible. Quelque chose était présent dans cette vallée, même si nous ne pouvions rien voir. Bien que ces phénomènes soient invisibles à l'œil nu, ils sont détectés par le radar et se déplacent à des vitesses incroyables. Comment les expliquer? L'une des nombreuses théories proposées est celle de la foudre en boule. La foudre en boule n'est pas parfaitement expliquée par la science. Elle a été observée très fréquemment par de nombreux témoins très crédibles. Elle se déplace très vite, jusqu'à plusieurs centaines de mètres par seconde. Grant Allen est physicien de l'atmosphère. Il a étudié les photos d'Esdalen. Sur les photos d'Esdalen que j'ai vues, le ciel d'arrière-plan est dégagé. Et ça ne ressemble pas à de la foudre en boule. La foudre en boule, d'après les témoins, ne durerait que de quelques secondes à quelques dizaines de secondes. C'est un phénomène éphémère qui disparaît rapidement. L'équipe de Strand est intriguée par les formes très variées que peuvent prendre ces lumières en mouvement. Nous avons découvert qu'il y avait plusieurs types de phénomènes. Les chercheurs du projet identifient 3 types de phénomènes. Des flashs blancs ou bleus, des lumières jaunes sans forme, et une série d'apparitions plus petites qui semblent voler en formation. Plus on avançait, plus le mystère s'épaississait. Mais le projet, qui prenait de l'ampleur, tourne soudain au désastre. En 1985, nous n'avons fait qu'une observation. Nous étions bien sûr très déçus. Les habitants ne signalaient plus rien. Nous nous sommes dit que cette période de grande activité était terminée. Après 1 an de recherche, les lumières disparaissent mystérieusement. Les chances d'expliquer ces phénomènes s'évanouissent. Le projet est enterré. Mais 8 ans plus tard, d'étranges événements font ressurgir les ovnis d'Esdalen dans la vie d'Erling Strand. Des gens sont venus me dire « ça continue ». 1993, en Norvège. Les recherches pour percer le mystère des centaines d'observations d'ovnis dans la région isolée d'Esdalen sont en sommeil depuis 8 ans. Lassés d'être ridiculisés par les journalistes, les habitants ne signalent plus les objets volants. Mais tout cela va bientôt changer. Des habitants sont venus me dire « ça continue, mais on n'en parle plus à cause des articles négatifs dans les journaux ». Je me suis alors dit que je devrais peut-être relancer le projet Esdalen.
Jan Moen habite cette vallée depuis 56 ans et il est familier de ces mystérieux phénomènes. Quelqu'un a vu la lumière au sol, quelqu'un d'autre près de sa voiture et un autre dans le ciel, se déplaçant lentement, puis très vite. Les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Les premières recherches avaient laissé Erling Strand avec plus de questions que de réponses. Mais près d'une décennie plus tard, il utilise ses nouveaux contacts parmi les scientifiques européens pour former une équipe de super experts. Quand nous avons repris le projet, des scientifiques étrangers se sont montrés intéressés. Et nous coopérons très bien aujourd'hui avec des Italiens et des Français. L'un des membres clés de la nouvelle équipe est Björn Gittler-Hauge, un ingénieur en électricité. Je suis spécialisé dans le rayonnement électromagnétique et dans l'analyse spectrale optique. Il n'avait alors que très peu de données. L'équipe obtient des financements et installe une base permanente dans la vallée. Un conteneur de 9 mètres carrés est installé pour surveiller les lumières dans la vallée 24 heures sur 24. Cette base sera surnommée la boîte bleue. La boîte bleue était équipée de caméras spécialement programmées pour réagir aux phénomènes lumineux. En 1999, c'est le jackpot. Les caméras de surveillance filment ces images stupéfiantes. Mais l'équipe n'est pas seulement venue pour photographier ces ovnis. Elle veut découvrir leur origine. Ils recherchent tout d'abord des indices dans l'atmosphère. Nous avons voulu savoir s'il existait dans l'atmosphère une nouvelle source d'interférence que nous ne connaîtrions pas encore. Avec l'aide de l'Institut italien de radioastronomie, l'équipe installe dans la boîte bleue un nouveau radar haute fréquence. Cet appareil italien était conçu pour détecter n'importe quel type de matière ionisée. Les recherches se concentrent à présent sur une théorie précise. Ces phénomènes aériens sont peut-être des poches de plasma dans l'atmosphère. Tout le monde a vu du plasma. On en trouve dans les lampes au néon et dans ces boules de plasma qui produisent de mystérieuses lueurs dans une boule de verre. Il s'agit d'un gaz qui a été excité, c'est-à-dire qu'il est électriquement chargé et produit de la lumière. Le plasma est un gaz ionisé, c'est-à-dire que ces particules possèdent une très forte charge. Il devient conducteur et très sensible aux champs électromagnétiques. Dans la nature, il est à l'origine des spectaculaires aurores boréales. Mais l'équipe n'a aucune preuve de la présence de gaz ionisé dans la vallée. En 2007, au cours d'une expédition sur le terrain, ils font leur plus grande avancée jusqu'à ce jour. La météo était bonne, il était environ 9h30 quand soudain on a entendu un... Cette vidéo a été tournée pendant que les scientifiques sidérés observaient le phénomène. Une énorme lumière a surgi pendant que j'enregistrais. Elle avançait, reculait, avançait. Tout le monde criait. Et on a pris cette photo. Puis elle s'est éteinte. Tout était silencieux. Mais le radar montrait toujours des échos. Quelque chose était présent.
L'équipe analyse immédiatement la photo au spectromètre optique. En décomposant la lumière blanche, l'appareil fait apparaître les différentes couleurs du spectre. La répartition des couleurs fournit à l'équipe de nouvelles informations sur la source lumineuse. C'était étrange car les couleurs étaient identiques à celles du Soleil. Le spectre continu que nous obtenions nous indiquait que nous avions affaire à une étoile. Ces données laissent penser que ces phénomènes pourraient ne pas avoir de masse et seraient de simples lumières d'étoiles traversant la vallée. Voici la photo qui montre l'angle aigu de son déplacement. Si elle avait la moindre masse, elle ne pourrait pas dessiner un angle aussi aigu à une vitesse aussi élevée. Mais l'équipe d'Erling Strand manque toujours d'indices sur la nature et l'origine géographique de ces phénomènes. Pour certains, il s'agirait de nouveaux mécanismes physiques, et pour d'autres, d'un pan encore inconnu de notre monde. Existe-t-il une explication crédible aux observations d'Esdalen? À ma connaissance, les sciences de l'atmosphère ne peuvent pas expliquer l'origine de ces lumières, tout du moins si je me base sur ces photos. À l'heure actuelle, ces phénomènes continuent de se produire dans le ciel d'Esdalen. Tant qu'ils dureront, Erling Strand fera tout pour percer définitivement ce mystère. J'espère que nous réussirons à les comprendre, car personne n'a jamais réussi à trouver une explication. Si c'est une chose d'origine naturelle, si elle vient de notre univers, ou si c'est quelque chose de nouveau, nous le découvrirons. Malgré tout, ces recherches ont eu un résultat important. Au début des années 80, les gens nous prenaient pour des fous à travers les médias et la presse. Mais quand les scientifiques sont arrivés à Esdalen avec leurs appareils, ils ont dit qu'il y avait quelque chose. Ils cohabitent avec ces phénomènes depuis des années, et ils n'ont plus de raison d'en avoir peur. « 17 juin 1977. Base aérienne de Tancos, au Portugal. Francisco Rodrigues, un pilote de l'armée de l'air portugaise, s'apprête à effectuer un vol de routine. À 11h15 du matin, les roues de son Dornier 27 quittent la piste. Francisco Rodrigues ignore qu'il jouera dans l'heure qui vient un rôle central dans l'une des plus extraordinaires rencontres avec un ovni en Europe. Et qu'il pourra s'estimer heureux d'en sortir vivant. L'affaire de Castelo de Bod est importante, car c'est un exemple révélateur d'interaction entre un ovni et les instruments de bord d'un avion. Francisco Rodrigues a pris sa retraite et refuse désormais de parler de cet événement traumatisant. Mais l'armée de l'air portugaise a mené une enquête approfondie sur cette affaire. Le spécialiste des ovnis Francisco Correa a pu consulter les archives de l'armée. Ce Dornier 27 est identique à celui de Francisco Rodrigues. Ce jour-là, il volait en solo. Le Dornier 27 est un monomoteur allemand. Cet appareil, léger et polyvalent, est très apprécié des pilotes pour sa manœuvrabilité en vol. Francisco Rodrigues n'a que 23 ans, mais c'est déjà un pilote expérimenté. Il est sergent et compte déjà plus de 800 heures de vol. Il survole Castelo de Bod,
un barrage hydroélectrique à 130 km de Lisbonne. Moins d'une heure après avoir décollé, il aperçoit un objet sombre dans les nuages. Par radio, il demande à sa base si un autre avion survole cette zone. 2000 pieds au-dessus du barrage. Je répète, 2000 pieds au-dessus du barrage. 3, 3, 1, 0. Il contacte la tour, mais celle-ci ne voit rien sur ses radars. Il amorce un virage à gauche. Rodrigues manœuvre pour mieux observer cet objet volant. Il avait presque terminé son virage quand il a crié. La tour l'a entendu crier. À 2000 pieds, Rodrigues se retrouve face à quelque chose de totalement inexplicable. À 11 heures, il a vu un gros objet, large de 12 à 15 mètres. Il est resté immobile pendant 5 ou 6 secondes, avant de partir brusquement. Quand l'OVNI disparaît, le Dornier se met à vibrer violemment. Soudain, son compas commence à tourner frénétiquement. L'appareil entame une terrible descente en piqué depuis 2000 pieds d'altitude. Le moteur fonctionnait toujours, mais l'appareil était incontrôlable. Le pilote a tenté de reprendre le contrôle. Tandis que le sol se rapproche, Rodrigues se bat pour maîtriser son appareil. Il ouvre à fond les gaz dans une dernière tentative pour redresser l'avion. À la verticale du barrage, il réussit à stabiliser le Dornier 27. Francisco Correa se rend au barrage de Castelo de Bode où 2 témoins ont assisté à la terrible descente en piqué. Il y avait sur place 2 bergers qui ont vu l'appareil piquer. Ils l'ont vu passer derrière cette colline et ils ont entendu un « pas » quand le pilote a coupé le moteur. Et quand il l'a remis en marche, l'appareil a refait « pas ». Ils ont vu l'appareil reprendre de l'altitude. À son retour, le pilote subit un examen médical complet. Bien que secoué, il est en bonne forme physique et fait immédiatement son rapport à ses chefs sur cette rencontre avec un ovni. Les pilotes ont souvent du mal à raconter qu'ils ont vu un ovni. Ils ont peur du ridicule. Ils ont peur que cela nuise à leur carrière. Mais l'armée de l'air portugaise prend les faits très au sérieux et lance une enquête approfondie. « 35 ans après l'observation de cet ovni, l'historien Joaquim Fernandez a pu consulter les archives militaires. Voici le rapport de Francisco Rodrigues sur l'affaire de Castelo de Bode. Et voici un courrier de l'armée de l'air et un résumé de l'affaire. Le rapport du pilote, observation d'un objet volant non identifié. Francisco Rodrigues décrit un objet de près de 15 mètres de large, c'est-à-dire 3 mètres de plus que l'envergure de son Dornier. Il y a aussi un croquis de l'objet qui a surgi des nuages pour passer à 6 ou 7 mètres de l'avion. Une expérience terrifiante. Première énigme, comment un objet de cette taille et volant à haute altitude a-t-il pu échapper au radar? Chris Morshead est ingénieur radar à la Royal Navy depuis 30 ans. Il a une foi aveugle en la technologie.
Pour la détection des objets, un radar est certainement bien plus fiable qu'un pilote. Il est extrêmement étonnant, à haute altitude, qu'un objet physique apparaisse à un pilote, mais ne soit pas repéré par un radar. À une altitude de 2000 pieds, cet ovni aurait dû être détecté. Il existe une explication. L'objet vu par le pilote n'était pas solide. Il arrive fréquemment que des phénomènes atmosphériques provoquent des illusions d'optique. Cela dépend beaucoup du pilote, des conditions lumineuses et des conditions météo. On peut très facilement se tromper. Depuis les années 50, de nombreuses observations d'ovnis ont été expliquées par un curieux phénomène atmosphérique. L'inversion des températures, par exemple, peut provoquer des mirages. C'est une illusion d'optique qui fait apparaître quelque chose qui, en fait, ne se trouve pas là. Un mirage se produit quand deux couches de l'atmosphère ont des températures différentes, et dans ce cas, des densités différentes. C'est un peu comme la cuillère plongée dans un verre d'eau qui nous paraît tordu. C'est la même chose quand la lumière traverse des couches atmosphériques de densités différentes. C'est pourquoi des objets lointains peuvent sembler déformés ou paraître plus proches ou plus éloignés. Mais ce phénomène de mirage n'explique pas le fait le plus troublant. Comment le Dornier, un appareil réputé pour sa maniabilité, a-t-il pu plonger aussi brutalement alors que son moteur fonctionnait? Le professeur Raoul Berengel nous fournit quelques éléments d'aéronautique. On a une basse pression au-dessus de l'aile et une haute pression sous l'aile. Le profil d'une aile est conçu pour que l'air se déplace plus vite au-dessus qu'en dessous. L'air circulant plus lentement crée une haute pression sous l'aile qui génère la portance. Si ce phénomène se déplace très vite près de l'avion, qu'arrive-t-il? Vous perdez votre portance et l'avion plonge. Un avion à réaction volant à grande vitesse aurait pu faire piquer le Dornier. Comment expliquer alors le dérèglement du compas? Pour faire tourner ce compas depuis une telle distance, cet objet aurait dû générer un champ magnétique autour de l'avion. Un avion normal ou un avion à réaction ne peut pas provoquer un tel champ magnétique. Cet objet, quel qu'il soit, n'a jamais été identifié. C'est un objet qui vole et que je ne peux pas identifier. C'est par conséquent un ovni. Mais un autre fait, tout aussi troublant, s'est produit ce jour-là. Pendant que Francisco Rodriguez entame sa descente en piqué, les employés du barrage de Castelo de Bod font face eux aussi à une urgence. Quand Francisco Rodriguez tombait en chute libre à bord de son avion, le barrage hydroélectrique a subi sans aucune raison une chute d'énergie considérable. Le courant du barrage est rétabli, mais la question reste posée. Existe-t-il un lien entre ces deux événements étranges? C'est un autre aspect de cette énigme qui risque de ne jamais être résolu. Le problème des ovnis est très intéressant. En tant qu'ingénieur, je suis très sceptique. Je crois toujours à une explication rationnelle. On est parfois incapable d'expliquer des phénomènes qui ont été observés. S'agit-il de vaisseaux spatiaux venus d'un autre monde? Personnellement, j'ai du mal à le croire.
Je pense qu'il s'agit de phénomènes naturels que nous n'avons pas identifiés.